Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les dérangeants. Pour cet épisode enregistré à distance durant cette période de confinement, on retrouve Étienne Crevier, fondateur de Biogénique. Bonjour à tous, Étienne Crevier, fondateur de Biogénique, à la barre de l'animation pour ce Dans le garage des dérangeants, vive la COVID. Donc, aujourd'hui, enregistrement fait le 22 mai, parce que tout bouge tellement vite que c'est important de le mentionner. Je serai accompagné de Alex Mency, fondateur de Mango Software. Salut Alex! Salut Étienne! On ne mentionnera pas qu'Alex est allé enregistrer une émission dans son char pour avoir la paix, parce que c'est sûr que ça devait pleurer, crier autour de toi, c'est ça? Écoute, c'est un endroit, c'est mon petit jardin en ce moment. C'est l'endroit où il n'y a pas de cris, rien. Je suis très bien. Je suis également accompagné de Noah Redler de Arch Innovation. Bonjour, Monsieur Crevier, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, je suis bien installé chez nous. Écoute, mais j'aime le background. Si les auditeurs le voient pas, mais j'ai un roux avec la boiserie tout autour. C'est vraiment, mon Dieu, c'est paradisiaque. Très naturel, très classique, c'est moi, ouais. Et notre invité pour ce Dans le garage vive la COVID est nul autre que Dr. Joyce, qui est officiellement conseiller principal en innovation chez Desjardins. Salut Alex! Salut, ça va bien? Ça va bien. Dis-moi, d'où ça vient, ça, Dr. Joyce? Eh bien, c'est très simple. Quand je suis arrivé au lab, tout le monde était bien impressionné par le fait que j'avais un doctorat en innovation. On savait pas que ça existait, ça. J'ai fait un doctorat sur le design de modèles d'affaires. Alors, étant donné que je prêchais la bonne parole, les gens ont pensé m'appeler docteur. Donc, c'est pour ça. Fait que tu es un éternel étudiant, si je me trompe pas. Ouais, je suis un amoureux du processus créatif. Puis vu que j'ai commenté finalement le background Zoom de chacun des invités, je ne peux pas mentionner que tu as des lunettes vertes fluo qui fit la chemise en ce moment. C'est vraiment, écoute, je suis un fan. Je suis un fan de tendance. C'est comme Patch Adams, mais version stratégie d'innovation. J'aime ça. Puis en quoi consiste ton rôle actuellement en tant que conseiller principal en innovation au Desjardins Lab? Alors, mon rôle, c'est d'accompagner des équipes d'innovation. Vous avez sûrement entendu les équipes agiles, les Scrum Masters. Ça, c'est très bien lorsqu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Mais qu'en est-il lorsqu'on ne sait pas exactement où s'en va ce projet, ou qu'on a une ambition de reconquérir le cœur d'un certain public, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation en amont. Et c'est mon rôle que d'accompagner les équipes de projet, avoir les bonnes méthodologies. J'adore animer des rencontres d'innovation. Donc, j'essaie d'amener à travers le processus du design thinking les équipes à bon port. Fait que toi, le fake it until you make it, tu y crois pas pantoute, là? Moi, je suis le chef d'orchestre du Innovation Theater, c'est-à-dire le théâtre de l'innovation. Je fais comme si c'était important ce qu'on faisait, puis c'est une mascarade. J'aime ça. Noah, je t'ai entendu rire. J'imagine que ça vient de chercher dans ton core business aussi. Juste un petit peu. Génial. Ben écoutez, messieurs, commencerai par un bref tour de table avec les dérangeants. Comment la crise vous touche? Comment ça se passe? Avez-vous des coups de fouet? Est-ce que vous saignez de partout, des oreilles, du nez, des yeux en ce moment? Comment ça se passe? Je commence avec toi, Noah. Ben garde, pour l'instant, je suis vraiment dans un mode de paix. On dirait que j'ai trouvé ma rythme dans le télétravail, ça va bien avec l'équipe, on travaille toujours sur des projets avec nos clients et aussi sur quelques projets à l'interne et ça va bien. C'est sûr, à l'arrière de ma tête, je sais qu'il y a toujours une limite où éventuellement j'aurai plus un manque de cash parce que c'est sûr les nouveaux contrats et les nouveaux mandats sont pas recommencés, renouvelés encore. Mais pour l'instant, je suis bien. Le soleil sort, je travaille de plus en plus de mon balcon. Alors, je suis dans un mode optimiste où ça, vraiment, ça va bien aller. Ben écoute, le positif là-dedans, c'est que tu n'auras pas plus de cheveux blancs, peu importe ce qui se passe. Non, je cache ça très bien. Génial. Toi, Alex, comment ça se passe? Coup de fouet? Saignement? Ben écoute, je suis dans mon char, hein, fait que c'est ça. non, écoute... Non, ça se passe bien. Écoute, on peut pas se plaindre. On est chanceux, là. Les gens ont quand même des besoins technologiques. Fait que nous, on continue à signer, puis on a du travail en masse pour vraiment loin en avant. Mais ça nous fait, tu sais, on se rend compte que le télétravail, nous aussi, on a le beat, là.
Fait que là, on engage des nouvelles personnes. Intégrer des nouveaux employés en télétravail, c'est pas idéal. J'avoue que le sentiment d'appartenance, le sentiment d'appartenance doit être complètement nul quand tu es en télétravail et tu commences une nouvelle job. Mais c'est ça. C'est ça. Puis au début, on se disait, regarde, on a-tu vraiment besoin d'un bureau parce que ça fonctionne en télétravail? Mais il manque un petit sentiment d'appartenance, là. J'ai pas encore trouvé la recette pour le recréer en remote work. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs se mettent au même endroit que toi en ce moment. Moi aussi également. Fait que Dr. Joyce, toi, est-ce que tu as des coups de fouette aussi à nous partager? Es-tu sur la PCU en ce moment? Alors, non, pas du tout. On continue chez Desjardins. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que j'adore mon travail, j'adore mes enfants, mais j'ai de la misère à aimer les deux en même temps. Alex rit beaucoup trop aussi, donc je vois que tu partages l'opinion. Tout à fait. Écoutez, messieurs, sans plus tarder, le concept de notre Dans le garage cette fois-ci, c'est que chacun, on pitch une idée d'entreprise à l'ère post-COVID. Donc, on fait qu'est-ce qui, en tant qu'entrepreneur, on voit comme opportunité intéressante. Dr. Joyce va nous présenter pour sa part le projet de Radish, une coopérative de livraison en ligne qui cherche à instaurer une relation plus équitable entre les restaurants, les livreurs et les consommateurs. Pour pitcher notre idée d'entreprise post-COVID, on a le droit de changer une règle de la société, une loi. On a le droit de réinventer un concept, quelque chose de pas trop farfelu, mais vous avez une passe droit, vous avez une carte joker dans votre jeu. J'imagine, Dr. Joyce, ton rôle va être aussi non seulement de nous présenter le projet de Radish et de démolir complètement chaque idée d'entreprise que les dérangeants vont te présenter. C'est ça? Excellent. T'es prêt? Je peux jouer ce rôle-là. Fait que tu vas être notre dragon à l'interne pour dire bullshit ou notre Shark Tank personnel. Donc, qui a envie de se lancer entre Alex, Noah, moi? Est-ce que quelqu'un a une idée d'entreprise que s'il y avait $1 million là, à l'ère post-COVID, go, on lancerait ça maintenant? Vas-y donc, Étienne. J'ai envie de me lancer, messieurs. Moi, j'avoue que je vois les entreprises en ce moment développer des masques, développer du Purell maison. Puis, je ne sais pas à quel point j'y crois dans ces modèles d'affaires-là de se lancer vers du produit, mais s'il y a une business que, mon Dieu, que j'aimerais ça avoir, ce serait des business d'instaurer le télétravail, hein, d'être capable d'avoir des logiciels de partage, un Zoom pour de la créativité, développer un sentiment d'appartenance qui soit plus que juste, on dirait, vers un écran. On dirait que j'aimerais ça créer un logiciel d'hologramme pour être capable qu'on travaille tous de la maison, mais qu'on se sente proche l'un de l'autre. Puis, en fait, la loi que j'aimerais ça changer, là, moi, puis ça s'applique aussi dans le domaine de la santé, mais si j'étais capable d'avoir la foutue paix de la part du gouvernement. Fait que, tu sais, si tu instaures un produit, tu fais de l'innovation, tu développes, tu fais du R&D, puis ils n'ont pas le droit, personne, de venir changer les lois entre le moment que tu développes ton produit et que tu l'as lancé avant 5 ans. Fait que, tu sais, tu as une autoroute, puis là, tu peux le rider, puis tu as la paix, puis tu te fais pas couper ou tu te fais pas enlever, couper l'herbe sur le pied de la part des autorités gouvernementales. Là. Ah, mon Dieu, que ça serait jouissif. Joyce, je te vois rire actuellement. Tu as une opinion sur les lois et les règlements? Bien sûr, mais je pense qu'il y a 2 points. Le premier point, c'est l'entreprise que tu veux lancer et je me questionne à savoir qu'est-ce qui n'existe pas déjà. Là. Tu sais, Zoom, ça existe. Je ne sais pas si tu connais Miro pour un tableau blanc là, de partage en ligne en temps réel. Moi qui anime beaucoup de plus en plus des ateliers en ligne, je me dis, ça serait quoi les outils que toi, tu n'as pas qui te font... que tu manques, parce que honnêtement, ça existe pas mal tout ce que tu disais là. Alors, je te pose la question, qu'est-ce qui te manque là, dans ton arsenal d'outils en ligne, de partage en ligne? Bien, ce que je remarque, c'est que c'est quand même avec Zoom ou l'autre logiciel pour pas faire du push, il manque vraiment un côté où est-ce qu'on peut se couper, on peut s'interrompre. C'est quand même plus formel, hein, les appels conférences. Il y a moins on gère moins la cacophonie ou le brainstorming autant qu'en face-to-face. Mais ça m'amène à réfléchir, tu sais, moi, le loyer commercial, tu sais, des 10 000, 12 000, 15 000 $ par mois pour avoir les employés qui se pointent, mon Dieu que j'abolirais ça. Tu sais, je te ferais une espèce de... Tu me donnes 15 000 $ par mois de loyer, là, moi, j'achèterais un café. Puis en fait, tous les employés pourraient venir travailler dans le café si ça leur tente ou de la maison.
mais je nous ferais du team building avec 15 000 $ par mois pour tout le monde. Puis, avec ça, on aurait vraiment des meilleurs outils aussi pour faire du mural, pour faire du Zoom, mais il faudrait qu'il y ait un face-to-face. On dirait qu'il faudrait qu'on puisse créer un sentiment d'appartenance entre les employés parce que juste du télétravail sans jamais se croiser, j'y crois pas. Moi, je pense que la culture d'entreprise va finir par mourir. Il n'y aura pas de sentiment d'appartenance. Il manque cet aspect-là. Donc, un logiciel qui imite le café, qui imite le fait qu'on vient, qu'on croise nos collègues, qu'on a un human touch. Mais tu sais, des outils comme Zoom en ce moment, je pense que enlève le fait que toute la planète est sur Zoom, qui donne un load extraordinaire. On aurait probablement une qualité de conversation beaucoup meilleure dans les prochains mois, là, selon moi. C'est un bon point. Mais les hologrammes, j'aime vraiment l'idée. Je me vois déjà installer mon projecteur holographique chez nous, là, dans mon salon, là, puis là, te voir apparaître, là, ça serait spectaculaire. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est un hologramme, mais qui puisse en même temps un peu, tu sais, sur Zoom, on peut changer les backgrounds là, pour mettre des faux backgrounds. Ben, un hologramme qui change ma shape. Comme ça, je pourrais être dans les meetings et avoir l'air de Brad Pitt. Mais avez-vous vu ce que Facebook est en train de préparer, là, la rencontre virtuelle à la Facebook où est-ce qu'on n'a pas de jambes puis on se rencontre? Vous avez vu ces vidéos-là? Ouais. non, j'ai pas vu, mais c'est avec les Oculus Rift, dans le fond, tu parles? Ou Vas-y, Noah, parle-nous de ça. Ben, Facebook a créé tout un environnement virtuel où on va, dans un premier temps, utiliser un peu nos emojis ou émoticônes, avatars comme acteurs dans le monde virtuel, mais on peut manipuler des objets. Alors, c'est pas mal cool quand tu peux avoir une interaction avec l'environnement. Alors, non seulement, mais c'est pas encore arrivé où on peut avoir notre vrai visage. Tout ce que j'avais vu, ça va vraiment être plus une BD de chaque personne. Alors, on va avoir notre avatar Facebook dans un monde virtuel. Fait que, messieurs, j'aimerais ça vous entendre sur mon idée de changer une règle qui était d'empêcher les gouvernements ou les autorités réglementaires de changer les règles du jeu après avoir lancé mon nouveau produit. Moi, je suis pas d'accord avec ton idée, Étienne. Ah! Pourquoi? Parce que selon moi, des lois, il en faut plus de lois, il en faut pas moins. J'entends que toi, tu veux avoir une belle rivière stable devant toi que tu peux naviguer. C'est un beau rêve que tu as, je comprends ça. Je pense que peut-être aussi dans ton domaine, la notion de la réglementation peut jouer plus de tours que dans d'autres domaines. Ceci dit, moi, je voudrais le contraire. Je voudrais que le gouvernement annonce ses couleurs d'avance, dise, OK, voici les règles qu'on est en train de penser pour les 10 prochaines années. Voici ce qui pourrait arriver. Un petit peu comme ils ont fait dans le cas des pneus de la peinture et que on n'a plus le droit de jeter ce genre d'éléments-là. Ils ont dit, on est en train d'augmenter la responsabilité des producteurs et voici les étapes à venir. Dans 5 ans, ça sera plus légal de jeter du bois, par exemple. Donc, moi, j'aimerais ça que le gouvernement soit plus proactif, plus transparent et je dirais même plus avant-gardiste. C'est mon rôle en tant qu'innovateur. Hein. Fait que je voudrais qu'il soit plus avant-gardiste puis nous dise, OK, ben regardez, le roadmap légal, c'est à peu près ça. Et préparez-vous à vous conformer à ça. Ça s'en vient. On a besoin beaucoup plus de lois, surtout en matière d'environnement. Là, je peux pas parler pour ton domaine à toi, là, puis peut-être dans le monde des gènes et de la recherche, tout ça, c'est peut-être il y a peut-être des questions éthiques là qu'il faut régler avant d'avancer. Fait que moi, j'en ferais plus que moi, en tout cas. Ben, c'est sûr que je pense que ce que tu dis, on dit un peu la même chose dans le sens que s'il y a un changement de loi à avoir, de ne pas l'instaurer trop radicalement, parce qu'après ça, c'est très dur comme entrepreneur de faire des investissements et de miser sur une technologie si finalement, en 6 mois, il y a une nouvelle loi qui rentre, on se la fait mettre d'un dent. Fait que si au moins on sait le roadmap législatif qui s'en vient ou qu'ils vont discuter de ce genre de loi-là, ben, ça va peut-être changer mes réflexions ou mes décisions comme entrepreneur. Je suis content d'avoir convaincu. Ben, merci. Les dérangeants dans le garage. Donc, on va accélérer parce que je pense que je vois le temps filer. Alex, quelle est ton idée? All right. Donc, moi, je vois en ce moment plusieurs commerces qui essayent de survivre tant bien que mal en offrant de la cueillette à la porte. Mais je pense que beaucoup aimeraient le faire, mais n'ont pas de plateforme, n'ont pas d'e-commerce, je ne serais pas prête. Donc, moi, j'aimerais développer une application que n'importe quel commerce pourrait utiliser pour que tu puisses passer tes commandes puis venir les chercher. L'application te dirait, OK, la commande est prête, présente-toi à la porte à l'arrière, quoi que ce soit. Tu montes ton app, il scanne, merci, j'ai reçu mes trucs, tu t'en vas chez vous avec. Et pour partir cette idée-là, j'aimerais
que si, exemple, j'investis 100 000 dans l'entreprise, le gouvernement dise, bon, ben, tu sais quoi, le premier 100 000 d'impôts que tu aurais dû payer, tu n'as pas à le payer, tant pour autant que tu génères des emplois. Intéressant. Ça serait mon picture, ça. Fait que de miser sur la création d'emplois plutôt que sur de verser de l'impôt, de payer sur le bénéfice. Exact. J'aime cette loi-là. Qu'en pensez-vous? J'aime cette règle-là parce que ultimement, on le sait que les entreprises, de toute façon, vont mettre n'importe quel... plus que tu deviens gros, plus que c'est facile de mettre des dépenses pour payer moins d'impôts. On pense à un particulier. Un particulier fait de l'argent, paye de l'impôt et ensuite dépense ce qui reste. Une entreprise, c'est l'inverse. Une entreprise fait de l'argent, dépense et ce qui reste, il paye l'impôt là-dessus. Donc, c'est assez facile de minimiser l'impôt comme en tant qu'incorporation. Alors que si on est plus en train de dire, ben, dans les premières années, on veut que tu croîtes, on veut que tu engages, on veut créer des jobs. Fait que tu n'as pas besoin de booster ta compagnie de dépenses. Ben, ça revient un peu au même finalement parce que si tant qu'à payer de l'impôt, engage à la place puis tu vas créer de la dépense. Et voilà. Pour moi, comme entrepreneur, j'adore l'idée. Évidemment, j'aime beaucoup. Mais je me questionne aussi, est-ce que ça laisse un grand trou dans les caisses publiques et dans tous les collectes de taxes pour les services publics et tous les autres programmes de subvention et dans l'innovation ou programmes dont tout le monde bénéficie aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on va juste avoir de payer plus au niveau personnel si on abaisse les taxes pour les entreprises? Ce serait ça un peu mon inquiétude, mon Alex. C'est une bonne inquiétude. Mais tu sais, j'ai le droit de faire les lois que je veux. Alex! Toi, Joyce, t'en penses quoi? Stimuler l'économie des petits, tout le monde est d'accord avec ça. Stimuler l'emploi, on est tous d'accord avec ça. Moi, c'est la notion de la cueillette. J'essaie de me questionner, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? On veut que les gens arrêtent de passer le 15 minutes dans le magasin et puissent recueillir l'objet qu'ils ont acheté déjà en ligne. C'est-tu ce 15 minutes-là ou cette heure-là de magasinage qu'on veut sauver? Parce que techniquement, le geste, maintenant, c'est passé d'un achat au magasin à une cueillette au magasin. Moi, je m'étonne encore, là, je comprends pas pourquoi le monde ne font pas leur épicerie en ligne. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Depuis 2010 que j'envoie ça a commencé par envoyer un simple courriel que je copy-pastais par semaine. Et puis là, 10 ans plus tard, là, je connais la madame. On parle à chaque semaine. Elle me dit, écoute, cette semaine, les fraises sont pas les plus hautes. Qu'est-ce que tu dirais des framboises? Ah, ben oui, tu sais, c'est rendu que j'ai une éditrice, une curatrice de mon épicerie qui me dit, des fois, va pas dans ce coin-là. Un service personnalisé, ma foi. Ben oui, parce que je suis un super fidèle. Tu sais, je vais le dire, la compagnie, c'est PA, sur l'avenue du Parc, l'épicerie PA, si ça vous tente. C'est une belle vraiment génial. Je suis très heureux de faire affaire avec eux. Tu vois, Joyce, tu as raison dans ce que tu dis, sauf que le problème en ce moment, c'est que quand je commande quelque chose, il faut que j'attende 2-3 jours pour l'avoir. Si je veux quelque chose après-midi pour aller le chercher, ben je peux pas, il n'y a pas de moyen. On n'a pas de same-day delivery au Canada. Et en ce moment, je commande des trucs par Post Canada. Depuis le COVID, ça fait 3 fois qu'ils les perdent. Là. Fait que, tu sais, dans les contextes où les magasins sont fermés ou pas accessibles, où il y a moins de gens, tu sais, je passe à côté de chez Trévi tantôt, puis il y a une file de vrai 30 personnes dehors. Donc, ça va me prendre au moins 1h30, 2 heures avant que je rentre dans le magasin. Puis ça, ces règles-là de nombre de clients dans les magasins, ils ne sont pas appelés à changer, selon moi, avant un certain temps. Fait que si on avait une plateforme où au moins je peux commander mon truc, j'arrive en arrière, tu me le donnes, je m'en vais chez nous, je suis content, je serais pas mal plus enclin à dépenser. Un bureau, en gros, fait ça, ceci dit. Je vais prendre ton exemple, Alex, de Trévi. Ça m'étonnerait que Trévi, tu veuilles aller acheter quelque chose puis aller le récupérer sans l'avoir testé, regardé, touché. C'est pas un achat quotidien récurrent, là, disons. Ben, t'as-tu vu comment Alex s'habille? Je pense qu'Alex ne regarde pas son linge avant de l'acheter. Non, c'est sûr qu'il y a des items que tu vas vouloir magasiner. Mais en même temps, le e-commerce, je veux dire, tu sais, tu le touches pas, tu le vois pas, puis tu le sens pas. Je peux vous nommer une compagnie qui s'appelle Maguire Boutique qui vend des chaussures. Eux autres, il y a un modèle hybride qui est assez intéressant. C'est que tu vas au magasin pour essayer la paire de chaussures et eux, ils n'ont pas d'inventaire ou de stock en magasin. Alors, tu achètes la paire de chaussures sur place après avoir essayé la bonne grandeur, mais tu la reçois par la poste quelques jours plus tard. C'est un peu le monde à l'envers, n'est-ce pas?
comme un coyote interrompu, tu sais. T'es excité d'avoir ta chaussure, mais tu peux pas l'avoir maintenant. Mais c'est quoi l'avantage, Joyce? C'est-tu de payer moins cher? L'avantage dans leur cas à eux, c'est qu'eux, ils n'ont pas besoin de stocker pour beaucoup de modèles, beaucoup de grandeur. Donc, ils peuvent avoir des petits pop-up shops dans des espaces beaucoup plus tendance, mieux situés. Ils peuvent aussi mieux gérer leur inventaire parce qu'il y a seulement un stock à gérer à travers le Canada au lieu de l'avoir distribué dans des magasins dépendant des ventes. Puis là, fait qu'il y a plusieurs avantages pour eux d'un point de vue logistique et honnêtement, du point de vue du consommateur, il n'y a pas grand avantage. Sauf qu'ils reconnaissent que les gens, ils n'achètent pas par accident en rentrant dans la boutique. Puis les gens qui arrivent dans la boutique par accident vont essayer une grandeur, vont tomber en amour avec le chaussure, puis vont être peut-être prêts à racheter en ligne par la suite ou pas. Ils sont en train de réduire le moment d'achat à une plus grande considération. Il faut dire aussi que c'est des souliers assez, on va dire que c'est du haut de gamme à prix de moyenne gamme, là. Tu sais, c'est genre des souliers à 200 $, mettons. Parfait. Donc, pour une question de temps, j'enchaînerai immédiatement. Noah, ton tour, veux-tu nous faire part de ton idée d'entreprise? Regarde, je vais commencer par dire que Alex, tu vas tellement triper sur mon idée, tu vas tellement aimer ça. Tu vas la voler. Go! Bien tombé parce que nous, chez Arch, on est en mode de réflexion et on va annoncer cet été toute une nouvelle gamme de produits et services. Aussi, qui va répondre à ton besoin, Étienne. On prépare les entreprises pour développer une culture de télétravail. Alors, un bon petit plug pour moi. Voici mon idée. Voici mon idée. Qu'est-ce que je veux développer? C'est un peu comme une Uber pour des pilotes de drones. Et nice. Je veux être capable de louer un drone qui peut aller chercher, faire mes commissions, aller chercher un achat et amener ça chez moi. Et ça peut aller pour le collecte, pour les retours. Parce que pour l'instant, pour moi, comme un bon citoyen, j'aime acheter local. Une ou deux fois par semaine, on commande la bouffe d'un restaurant local. Mais j'admets, j'ai toujours une petite gêne quand le livreur vient à la maison et je dois prendre le sac et je suis like, OK, est-ce que je dois laver mes mains maintenant? Est-ce que avant de manger, j'ai touché la sac, j'ai eu une interaction humaine. Alors, si c'était un drone, peut-être ça va vraiment alléger mes peurs. Et pratiquement, il y avait une fois, un livreur avait tout fait devant moi et j'étais en mode panique pendant un bon 48 heures. Alors, mais c'est intéressant ce point-là, Noah, parce que j'aurais tendance à demander à Joyce, est-ce que la pandémie est la fin de l'économie du partage? Non, certainement pas. Puis, justement, parce que comme Noah vient de dire, le Uber Eats ou le Airbnb, les gens ne vont pas être plus craintifs, justement, d'aller dans des endroits qui ne sont pas... Prenons le cas le plus saillant, là, une communauté. Là. Oui. T'sais, ça, c'est un cas... on sait que le virus est plus... se transmet plus dans des endroits intérieurs qu'extérieurs. Je pense qu'une auto que tu passes quelque temps dedans et puis après ça, tu la prêtes à quelqu'un d'autre, il n'y a pas nécessairement eu de lavage entre les deux. Alors, je pense que ça, c'est un cas qui est très difficile, la communauté. Est-ce que ça tue l'économie du partage? Non, je ne crois pas. Je pense, d'ailleurs, j'ai presque le goût de dire que Uber, c'est pas l'économie du partage, là. Je pense qu'il faut commencer à se réveiller à cette réalité-là, comme quoi Uber, c'est du siphonnement de frais jusqu'en haut, jusqu'en Californie. Puis Uber, on sait qu'ils sont financés par SoftBank, fait que c'est même ça sort puis ça s'en va au Moyen-Orient, là. C'est toute une entreprise déloyale qui ne suit pas les règles. Bref, vous voyez que je ne suis pas un membre de Uber. Honnêtement, j'ai jamais eu besoin d'un Uber de ma vie, là. Pré-COVID, post-COVID, peu importe, là. Si j'ai besoin d'un taxi, il y a des taxis dans la rue, j'en ai pas besoin via l'application. Bref, pour revenir à Noah et son drone et peut-être l'économie du partage, Noah, je trouve que moi, si j'ai quelque chose à critiquer à tous ces livreurs-là, c'est le manque de social. Tu as finalement la chance de regarder quelqu'un dans les yeux et de dire « Hey, salut, ça va? Ouais, toi, merci. Écoute, bon appétit. J'espère que tu vas aimer ça. » Les livreurs, on dirait qu'ils ont cette tendance à justement eux-mêmes enlever le petit moment social qui pourrait faire un sourire dans ta vie, tu sais. C'est pas gros, puis
on dirait qu'on veut éliminer ces interactions sociales-là pour cause du COVID, mais le COVID va passer un jour. Là. Dans 6 mois, là, tu sais, je regarde déjà le Parc Laurier. Il est passé le COVID dans l'esprit des gens au Parc Laurier de ce temps-là. Là. Fait que moi, je pense qu'il faut commencer à revenir à cette proximité sociale-là, cet échange humain qu'on a lorsqu'on a aussi un échange commercial. Et quand ta seule relation avec ton restaurant du quartier, c'est le livreur qui vient te déposer, alors qu'avant, tu avais la chance de peut-être voir le maître d'œuvre, je sais pas comment dire, le MC, là, tu sais, quand tu rentres au restaurant, tu dis salut à la personne que peut-être que tu connais, je dis ça de même, Noah, peut-être que tu connais le serveur, puis tu as comme des relations que tu bâtis au fil du temps avec une certaine forme de loyauté. Mais là, on dirait qu'on est en train d'enlever tous ces mécanismes-là qui nous rassurent, qui nous enchantent. Est-ce qu'un drone va me faire un beau sourire puis va me rendre la vie plus utile, plus agréable? Je pense pas. Je pense qu'un humain est encore capable de faire une meilleure job qu'un drone quand ça vient à livrer, surtout quand c'est livré du quartier. Je donne encore une fois un exemple. Moi, mon magasin de vélo à un coin de rue de chez nous, j'avais acheté quelque chose en ligne et c'est le propriétaire qui est venu me le porter en main propre. On a jasé 5 minutes, on se connaît. C'était tellement une belle interaction. Ça m'a tellement fait 3 fois plus plaisir d'acheter quelque chose chez lui, en ligne, que de l'avoir acheté chez, mettons, Canadian Tire ou peu importe autre place où est-ce qu'ils vendent des racks à vélo. Là. Okay, j'ajoute une fonctionnalité. Je vais mettre un écran sur le drone. Alors, le propriétaire peut me saluer en vidéo chat quand mon livraison arrive. Et après, je vais aussi ajouter Bluetooth. Juste parce que tout le monde aime Bluetooth. Mais Noah, il y a le blockchain là-dedans. Là. Même pour du blockchain éventuellement. Ben, je suis pas rendu là. Les dérangeants, dans le garage. Ben, je vais faire du pouce sur ce que Joyce vient de dire parce que, en fait, est-ce que les connexions humaines vont aller en décroissance ou en croissance avec la pandémie qu'on a vue? C'est la volonté de coopération, de l'entraide qu'on a. On voit des solutions comme Mon Panier Bleu, le Zone Québec, qui pourrait acheter local. Est-ce qu'on va vraiment, c'est un nouveau trend? Est-ce que c'est une mode à la type les gros trans? Comment qu'on a à voir, d'après vous, messieurs, les modèles d'affaires? Je commencerai avec toi, Joyce, justement, pour les connexions humaines. Moi, je pense que ça va en augmentant. Là. On est tellement dans une bulle présentement à cause de la pandémie, mais une fois qu'on va avoir bref, quand on aura réglé ça ou qu'on aura retrouvé un sentiment de normal, on va retourner au plaisir d'être ensemble et puis au plaisir d'échanger. Puis je pense que même il faut commencer à maximiser ça. On a parlé du commerce local, mais derrière le commerce local, il y a aussi des interactions sociales. Puis je pense que les entreprises qui voulaient être anonymes ou du moins qui ne créaient pas des relations plus durables avec leur clientèle vont malheureusement s'effacer de plus en plus. Là. Fait que potentiellement mourir, là. Ouais, oui, parce qu'il faut sentir que de plus en plus, il faut sentir que ton achat est pas juste pour toi, mais il y a aussi un deuxième niveau de ton achat qui est pour la société. Quand tu achètes ta pâte à dents, tu peux l'acheter chez Jean Coutu, tu peux la faire toi-même, puis tu peux encourager Procter & Gamble. Il y a des différentes, il y a des niveaux à toute notre consommation, puis les gens commencent de plus en plus à être conscientisés à le fait qu'on vote une fois par 4 ans pour un premier ministre, mais on vote tous les jours lorsqu'on achète. Et puis que ce vote-là peut être beaucoup plus puissant, notre achat, notre consommation, du monde qu'on veut voir que d'attendre que les politiciens changent lentement l'environnement autour de nous. Là. Alexandre Taillefer sort de ce corps. Mais en fait, c'est un très bon point parce que les aspects positifs, on parle beaucoup de ce qui se passe négativement par rapport à la pandémie, puis c'est sûr que c'est... je pense que c'est très tragique avec les décès puis les hospitalisations qu'on a, mais on se le cachera pas, il y a une transformation des affaires qui s'opèrent actuellement. Puis je pense que, comme Joyce vient de dire, les connexions humaines sont là. Alex, toi, est-ce que tu vois dans le domaine des technologies un shift vers le plus humain, vers le plus personnalisé? Tes clients, est-ce qu'ils demandent ça? J'ai pas eu de demande spécifique en ce sens-là. Les gens, en ce moment, ils réalisent qu'il faut qu'ils rejoignent leur clientèle. Ils réalisent que venir à l'entreprise, c'est plus une option. Venir au commerce, c'est plus une option. Donc, ils mettent en place des moyens pour rejoindre la clientèle. Donc, je pense que je vais arborer un peu dans le sens de Joyce, c'est que
les entreprises vont valoriser maintenant le contact client beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était plus comme de l'acquis. C'est bon, les clients viennent au magasin, on prendra soin d'eux quand ils seront dans le commerce. Là, ils viennent plus. Donc, il faut faire quelque chose d'autre. Donc, je pense que ça va changer là, dans ce sens-là. Puis, est-ce qu'on voit, messieurs, je vous lance la question très ouvertement, y a-t-il une émergence de nouveaux besoins, au-delà des masques et du Purell? Est-ce qu'il y a dans le fond, des créneaux qui vont aller en augmentant, des nouvelles solutions que vous remarquez dans le monde post-COVID, puis ça serait intéressant de capitaliser? Noah, est-ce que je commencerai avec toi. Ce que je vois actuellement où les gens se questionnent, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut rendre la virtuelle plus humaine. Et je joke un peu avec mon idée de drone parce que à la fin de la journée, j'ai zéro inquiétude que les gens vont revenir vers une réalité plus sociale où on va vraiment sortir, avoir un contact humain et des interactions humaines. Regarde aujourd'hui, les gens sont déjà en train de se mettre à risque pour sortir et voir leurs amis dans les parcs. S'il y a gros soleil dehors, les gens sortent, ils passent du temps dehors, ils respectent le plus possible les règles de distanciation, mais on est en train de nous mettre à risque pour aller avoir un contact humain. C'est rendu c'est à ce point que c'est quelque chose intrinsique dans l'être humain. Mais ce qu'on voit absolument, c'est que les règles vont changer. Alors, ça change d'une dynamique, particulièrement dans le divertissement et l'événementiel. Pensez-y à un Bell Center. Si tout à coup, on doit diviser par 3 le nombre de personnes qui peuvent assister à un spectacle, ça limite vachement les revenus qu'on peut faire par la vente de billets, la vente de marchandises, les bières pendant le concert. Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir une mode d'affaires qui est basée sur l'idée d'avoir le plus de monde possible qui rentre dans votre espace physique, à un autre modèle qui rend l'expérience assez interactive et, pensez-y à un concert virtuel. Oui, on peut avoir une certaine expérience, mais si tu touches pas l'épaule de ton voisin, si on danse pas ensemble, ça manque quelque chose dans l'expérience. Alors, comment est-ce qu'on peut réinventer ces industries? C'est ça la question et les demandes qu'on commence à recevoir et les questions qu'on reçoit, c'est OK, on sait qu'on va être de plus en plus mode décentralisé, télétravail, mais comment humaniser cette expérience? C'est ça la grande question. Regarde, pas évident ce n'est pas une question évidente. J'aime ça ce que tu dis parce qu'en fait, le nouveau besoin qui va venir revient au point qu'on vient de mentionner qui est de plus de connexions humaines. On se rend compte que les connexions humaines sont absolument essentielles. Puis je ferai du pouce là-dessus parce que Dr. Joyce, pour ta part, tu es impliqué dans un projet qui s'appelle Radish, qui est une coopérative, comme on disait, de livraison, mais aussi qui veut instaurer des relations plus équitables entre les restaurants et les livreurs, les consommateurs. En 250 caractères, comment tu nous résumerais Radish? Prenez en tête un triangle. Dans ce triangle, il y a 3 pointes. Une des pointes, c'est les restaurants. L'autre pointe, c'est les livreurs. Et la 3e pointe, c'est les consommateurs. Donc, on a 3 publics cibles qu'on essaie d'aller chercher. C'est très compliqué, là. Ça a l'air de rien, mais aller amadouer des restaurants pour changer de plateforme. On a vu que Foodora a quitté le Canada depuis le 11 mai. Il y a ce signe-là que c'est pas la chose la plus profitable. C'est une grande entreprise qui est bien implantée partout dans le monde, a de la difficulté à être solvable au Canada. Il y a quelque chose là. Hein? Ça envoie un message. Après ça, on a l'autre option qui est Uber qui prend 30% du profit sur une vente. Pardon, pas 30% du revenu sur une vente. Donc, le magasin, le restaurant qui est forcé d'offrir ces revenus-là à la grande entreprise juste pour pouvoir générer la vente. Mais on sait que dans les restaurants, le revenu est pas... dans ce cas-ci, le profit n'est pas au-delà du 30%, c'est certain. Donc, des fois, juste pour être sur la plateforme, pour garder son personnel, ils embarquent sur Uber Eats, mais ils sont pas contents de le faire. Bref, il n'y a pas de solution, là. Puis nous, en tant que consommateurs qui voulons profiter, consommer local, qui voulons, une fois de temps en temps, faire livrer de la nourriture, bien, on veut aussi ne pas contribuer à ce que des géants étrangers, on connaît les GAFAM,
les Google, Amazon, tout ça, ben Uber, puis Foodora, puis Skip the Dish, puis tout ça, ils sont pas en train d'aider l'économie locale, là. Il n'y aura pas de festival jazz Uber, il n'y aura pas de festival jazz Google, il n'y aura pas de festival jazz Amazon. On a besoin des entreprises comme locales, que ce soit Jean Coutu, Desjardins, Métro, Banque nationale. Tu sais, on a besoin de ces entreprises québécoises-là pour financer, pour avoir un rôle dans la communauté. Donc, moi, je propose le modèle coop. C'est ça ma proposition. Je propose le modèle coop, notamment dans un service qui est de plus en plus populaire, qui est la livraison des repas à la maison. Il y a, selon moi, un triple bénéfice. Le bénéfice pour le consommateur d'avoir un produit facile. Disons que la convenance, c'est difficile à battre que de juste cliquer sur trois boutons puis de recevoir de la nourriture à la maison. C'est pas mal pratique. Pour ce qui est des livreurs, eux, ils veulent avoir un sentiment on profite pas de eux. Souvent, même les livreurs, on leur mettait des conditions, puis là, on peut aller dans tout je suis en train de faire Alexandre Taillefer de moi-même là, avec les conditions qu'on offrait aux conducteurs de Uber. Lui a essayé d'aider les conducteurs de taxi. Malheureusement, lui, il était dans un petit peu comme toi, Étienne, un gouvernement qui est très présent, qui légifère énormément dans le domaine. Donc, c'est pas le fun. Et là, si on regarde le troisième, qui est le cœur, dans le fond, c'est les restaurants. Si la COVID doit avoir un impact sur quelque chose à moyen terme, c'est bien l'offre gastronomique à Montréal va être impactée, c'est certain. Et les restaurants qui étaient pas en santé financière le sont pas plus maintenant, c'est certain. Les employés qui sont difficiles à aller chercher, difficiles à former, il manque de cuisiniers apparemment à Montréal, des choses comme ça. Ça sera pas plus facile en sortant. Donc, il faut encourager ces restaurants-là. Et moi, je pense que la plateforme Coop, juste pour vous donner une idée, là, la façon que ça fonctionne, c'est que les restaurants deviennent propriétaires de la plateforme. Alors, eux, ils investissent un petit montant, c'est pas beaucoup, 1 200 $ pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Une fois qu'ils ont fait ça, évidemment, par repas, il y a un petit retour. Mais le but étant d'encourager ceux-ci à devenir propriétaires de la plateforme. Donc là, on rentre dans la philosophie de la coop, où est-ce que les membres, dans ce cas-ci, les membres restaurateurs, deviennent démocratiquement, ils ont un vote, ils ont mot à dire, ils peuvent influencer le cours de la plateforme. C'est ça l'objectif d'une coop, c'est de répondre aux besoins de leurs membres. Et donc, il y a des différents types de membres. Fait qu'il y a des membres travailleurs, il y a des membres restaurateurs, producteurs dans ce cas-ci, et des membres consommateurs comme moi qui adorent, disons-le, je suis paresseux. Et fait que t'es un gourmand. Tu fais ça par pur... il n'y a aucun altruisme. C'est vraiment de l'égoïsme de ta part. Moi, je fais ça par gourmandise, certainement. J'espère qu'en quelque part, une coupe de repas ici et là. Mais je le fais aussi parce que je crois au modèle coopératif. C'est pas pour rien que je mets quelques heures par semaine de mon cœur et de mon esprit à l'épaule à la roue au mouvement Desjardins. C'est parce que je crois vraiment à la coopérative. Je crois à cette idée-là comme quoi la communauté qui possède ses propres outils, ses propres mécanismes pour répondre à ses besoins, j'y crois à ça. J'ai pas envie, malgré le fait que j'utilise moi-même les services de Google, j'essaye cette année d'éviter Amazon. C'est mon à chaque année, je me donne un défi. Fait que j'essaie d'éviter ces grandes entreprises-là qui n'ont pas un impact sur les autres, à part pour ma propre consommation. Là. Ils n'ont pas un impact autour de moi que je vois bénéfique sur la communauté montréalaise, québécoise, canadienne, comme d'autres qui sont nés ici puis qui ont à cœur les gens d'ici. Là. Fait que, messieurs, j'aurais tendance à faire la clôture sur cette note. Est-ce qu'avec tout ce qu'on vient de discuter, selon vous, en 15 secondes chacun, on va atteindre une meilleure hygiène de vie, un équilibre plus sain dans les mois, années à venir avec le vivre la COVID? J'aurais tendance à commencer avec toi, Alex. Ben, les gens vont se laver plus les mains, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va avoir une hygiène de vie plus saine? J'ai hâte de voir combien de temps ça va durer. Ah, donc un peu pessimiste. Tu vas y croire quand tu vas le voir. Pas pessimiste, mais peut-être réaliste. Et Noah, est-ce que tu penses une meilleure hygiène de vie? J'espère que oui, mais je sais surtout que c'est à nous de décider. On a l'opportunité devant nous à choisir c'est quoi le futur qu'on veut créer maintenant avec tous les outils et les opportunités devant nous.
Alors, on verra qu'est-ce qu'on décide comme société. J'aime ça. Je pense qu'on va être plus conscient, par contre. Je pense que les gens ont réalisé que, hey, un virus, là, il peut en avoir un, puis ça peut faire mal, puis vite. Je vais toujours avoir Je pense qu'on n'avait pas réalisé ça avant. Je pense qu'on n'avait pas réalisé ça avant. Et donc, le mot de la fin, Dr. Joyce, est-ce qu'on va avoir un équilibre plus sain dans les mois, années à venir? Regardons à court terme, la réponse c'est non. Je pense que de ce que je vois autour de moi, là, les gens n'étaient pas prêts pour cette transition vers le télétravail. La vie familiale et la vie professionnelle se sont tissées de manière très difficile à déconnecter et à sentir qu'on est en pleine conscience dans l'un ou dans l'autre. Par contre, je pense qu'à plus long terme, on va retrouver les bénéfices, on va retrouver comment chacun peut profiter de cette situation-là. Peut-être que c'est moi là, qui vois ça difficile pour l'instant avec des enfants à la maison. Peut-être je te trouve un peu pessimiste. T'es très dark, là. Je suis très dark, mais présentement, c'est des temps difficiles pour moi en tant que travailleur et en tant que parent. D'un côté, je trouve ça difficile parce que je sens que je suis pas à mon 100% d'un côté ni de l'autre, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, présentement, c'est pas le meilleur des mondes, mais je crois que tous les réflexes de télétravail qu'on est en train de mettre de l'avant, je pense que ça va être très payant. Je prévois réduire mes déplacements à travers les 4 coins du Québec puis de continuer à animer des rencontres en ligne. Ceci dit, j'ai très hâte de revoir une salle de 25 personnes puis de faire un atelier de co-création puis de les amener ensemble on ne sait pas comment est-ce qu'on va bâtir le monde. Voici le monde futur qu'on veut avoir ensemble. Fait que j'ai très hâte à ce moment-là. Ben écoute, pour ces belles paroles, merci beaucoup, messieurs. Noah Redler, Dr. Joyce, Alex Mency. Donc, c'était un plaisir d'avoir cet épisode dans le garage sur le thème de Vive la COVID. Et on se revoit très bientôt. Merci à tous. Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était Dans le garage. Avec les dérangeants.